Moi, pendant 10-15 ans, 10 ans, j'ai arrêté de travailler sur cette question. Comme ça intéressait personne et je n'avais pas de solution, j'ai plus envie de travailler là-dessus. Et puis, ces contre-exemples en informatique disent déjà une première chose, c'est qu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été codé dans le cerveau des hommes ou dans leurs gènes, ou je ne sais pas, qui les amènerait automatiquement vers la programmation et vers l'informatique, alors que les femmes seraient biologiquement moins douées, moins intéressées, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous rappelle la hiérarchie des champs de savoir dans le monde social. C'est-à-dire, si les femmes ont été un temps nombreuses en programmation, et je dis bien en programmation, pas dans la construction des ordinateurs, c'est parce que la programmation était jugée de faible valeur. Si la première personne à écrire un programme informatique a été une femme, donc Ada Lovelace, c'est bien parce que l'ingénieur et mathématicien qui travaillait sur la machine, qui était Charles Babbage, ne voyait absolument pas l'intérêt de se préoccuper de programmation. Si par la suite, on a embauché des mathématiciennes, évidemment autodidactes en programmation, vu qu'elle n'avait pas encore été inventée, pour programmer l'énorme ordinateur qui était l'ENIAC et qui servait à faire du calcul balistique, elles sont restées dans l'ombre, elles ont été sous-payées, elles ont dû se battre pour, par la suite, exister à la suite du projet. Ce n'étaient absolument pas des postes repérés, des postes de valeur. Il n'y avait pas de formation à l'université qui menait à ces postes-là, on n'avait pas de statut de cadre, etc., etc. Et l'informatique nous montre, comme dans d'autres disciplines, que quand un métier prend de la valeur, il se masculinise, et quand il perd de la valeur, il se féminise. Dès que la programmation a gagné ses lettres de noblesse, alors elle a aussi gagné ses lettres de noblesse grâce aux femmes. La première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel, c'est Margaret Hamilton qui a permis de poser le module Apollo sur la Lune. Donc, ces femmes ont montré la valeur de la programmation, l'importance. La filière s'est développée, des diplômes se sont ouverts à l'université, c'est devenu des emplois stratégiques, ils se sont masculinisés. Donc ça, c'est la première chose que nous montrent les contre-exemples, c'est-à-dire s'il y a des hommes dans un domaine ou des femmes dans un domaine, ce n'est pas parce qu'on est biologiquement fait pour, ce n'est pas parce que les stéréotypes nous empêchent, c'est parce qu'il y a des valeurs différentes dans les métiers. Et ensuite, les stéréotypes viennent après coup pour rationaliser la composition du domaine. C'est-à-dire, quand il y avait beaucoup de femmes, on disait la programmation, c'est un métier de femme, parce que finalement, programmer un ordinateur, c'est comme programmer un dîner pour une maîtresse de maison, donc elles font ça très bien. Il y a un clavier comme les machines à écrire, elles ne sont pas dépaysées. Et quand la programmation a pris de la valeur, on a dit « Ah, mais c'est normal qu'il y ait que des hommes, c'est de la logique, c'est des responsabilités, c'est du rapport à la machine, les femmes n'aiment pas. » Et puis, l'exemple de la Malaisie nous dit encore autre chose, c'est que partout dans le monde, on considère qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Partout dans le monde, on est capable de lister ce qu'est un métier d'homme et ce qu'est un métier de femme. Par contre, qu'est-ce qui est remarquable dans un métier ou dans un autre qui va en faire un métier d'homme ou un métier de femme, ça c'est variable. C'est qu'en Malaisie, si l'informatique c'est un métier de femme, c'est parce que c'est un métier qui n'est pas salissant, que l'on peut exercer depuis chez soi, c'est-à-dire sans voyager, sans être au contact du monde extérieur, au contact des hommes. Donc, il est en plus relativement sûr pour une femme. Et puis, elle peut l'exercer en gardant ses enfants, en s'occupant de ses parents âgés. C'est un vrai métier de femme. Alors, ces critères-là aussi sont des métiers dits féminins en Occident. C'est-à-dire, si on vous dit un métier non salissant, où on ne porte pas de lourdes charges, que l'on peut exercer à la maison tout en s'occupant de sa famille et où on ne se met pas en danger, mais ce n'est pas informaticien qui vous vient à l'esprit quand je décris un métier comme ça. Or, c'est vrai que ça colle pour l'informatique. Mais en Occident, ce qui est saillant sur l'informatique, c'est un métier technique, avec des bons salaires, de l'emploi, des responsabilités, du rapport à la machine. C'est vrai aussi pour l'informatique. Finalement, ça nous dit qu'on reconnaît un métier de femme au fait que ce sont les femmes qui l'exercent. Il n'y a pas plus de rationalité à cela.
Alors évidemment, je ne veux pas inciter les filles à aller en informatique en leur disant « vous pourrez garder vos enfants en étant ingénieure informaticienne ». Loin de moi cette idée. L'exemple de la Malaisie nous prouve qu'il n'y a pas de rationalité biologique derrière et que c'est des constructions, des représentations qui se construisent après coup. Le sommet de l'absurde, on va dire, là-dedans, c'est qu'à une époque, quand l'informatique a commencé à être manifestement très, très masculine, on a dit « Ah oui, mais grâce à l'arrivée d'Internet, comme c'est de la communication, plus d'images et que les femmes aiment ça, plus on va aller dans la com, plus on arrivera à attirer des femmes. » Et en Malaisie, on dit « Plus l'informatique est théorique, et ben plus c'est féminin parce que moins on a besoin de sortir de chez soi. » Donc là encore, on voit qu'il n'y a aucune rationalité de rien, c'est-à-dire on met nos représentations au service d'un ordre social qu'on veut maintenir. Après, il y a des contre-exemples marquants, et à chaque fois, ce sont des raisons différentes. On dit souvent, et ce qui est vrai, hein, que dans les pays du Golfe, les facultés de sciences, et en particulier d'informatique, sont très très souvent prises d'assaut par les femmes. En effet, elles n'hériteront pas, elles n'auront pas la fortune, ce n'est pas la peine qu'elles s'intéressent aux finances, elles n'ont aucune chance jamais d'exercer dans le domaine. Pourquoi pas l'informatique? En Palestine, la physique, l'informatique, les sciences de haut niveau, en master, il y a beaucoup de femmes. Alors que c'est loin d'être simple d'étudier quand on est en Palestine, mais parce que les hommes sont allés vers d'autres domaines plus en lien avec l'armée et la politique. Ce que j'ai appelé les pères de l'informatique, mais alors pour le coup, vraiment à entendre ceux qui ont engendré ces premiers ordinateurs, c'était très frappant. Alors, c'est des gens comme John von Neumann, qui a pensé l'architecture des ordinateurs d'aujourd'hui, Alan Turing, Norbert Wiener, par exemple, Marvin Minsky dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment des gens qui fantasmaient, créaient l'intelligence humaine, un cerveau humain. Et quand on voit aussi les premiers programmes d'intelligence artificielle qui ont été écrits, ils servaient à faire quoi? Ils servaient à jouer aux échecs. Et il y a un des informaticiens de l'époque qui expliquait bon, pourquoi on a développé des jeux d'échecs? Bon, déjà parce que c'était intégralement modélisable. Évidemment, c'est nécessaire, surtout au début de l'informatique. Et puis aussi, on était entre mathématiciens. Qu'est-ce que sait faire un mathématicien? Il sait résoudre des équations, il sait jouer aux échecs et il est intelligent. Donc, une machine qui sait résoudre des équations, qui sait jouer aux échecs, eh ben, elle va être intelligente. Peut-être, j'en sais rien évidemment, mais peut-être que s'il y avait eu plus de femmes à ce moment-là dans la création de l'intelligence artificielle, peut-être qu'on se serait intéressé aux sciences du langage, parce qu'après tout, la grammaire aussi, c'est modélisable. Aujourd'hui, il y a plus d'avenir dans la reconnaissance du langage que dans le développement des échecs. Donc, on voit bien que ces chercheurs, au fond, ils cherchaient à se dupliquer. Von Neumann a dit très littéralement qu'il pensait que l'aboutissement de la science, c'était la modélisation du cerveau humain. Mais il ne voulait pas modéliser n'importe quel cerveau. Lui, il avait une mémoire extraordinaire, ce qu'on appelle une mémoire édétique. Il était capable de lire un texte et de le reciter aussitôt sans rien oublier. À 8 ans, il parlait 5 ou 6 langues. Il pensait que le siège de l'intelligence, c'était la mémoire. La première chose dont il a voulu doter son ordinateur, c'était d'une vaste mémoire. S'il a choisi le tube à vide, c'est parce que ça lui semblait être similaire aux neurones, alors que c'était un composant pas très fiable. Et donc, quand on entend des interviews alors de ces personnes-là, mais aussi d'informaticiens qui ont succédé, ce côté « je veux créer un être nouveau », je veux me voir en lui, comme disent certains, je veux créer des petits êtres vivants, ou bien je crée un univers virtuel dans lequel je crée des personnages à l'intérieur, ça reste assez fort. D'ailleurs, la création du métavers de Facebook, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est générer d'autres êtres tout seul, c'est-à-dire sans avoir besoin de la reproduction sexuée. C'est-à-dire les hommes, pour s'assurer une certaine immortalité, sont obligés d'utiliser, de passer par la reproduction sexuée, c'est-à-dire de faire affaire avec les femmes. Quand on est dans des fantasmes de pouvoir et de toute puissance, pouvoir se débrouiller seul, c'est-à-dire s'engendrer soi-même, oui, ça sert considérablement les fantasmes de toute puissance. Alors,
ces fantasmes de pouvoir et de puissance, ma foi, ils ne sont pas intrinsèquement masculins. Des femmes peuvent complètement avoir les mêmes fantasmes, mais elles ne sont pas élevées, d'une part, dans les fantasmes de puissance, elles ne sont pas élevées pour écrire les règles du monde, mais plutôt pour les transmettre. Et donc, si en soi, rien n'empêche des femmes de se retrouver là-dedans, il se trouve que la socialisation des femmes les y pousse beaucoup moins, d'autant plus qu'on les renvoie à leur capacité à mettre au monde des enfants. Même si, évidemment, quand les femmes sont enceintes, quand elles mettent au monde des enfants, elles ne l'ont pas fait toutes seules, évidemment, deux, elles n'ont absolument pas l'impression d'avoir le contrôle sur la vie, l'univers ou quoi que ce soit de ce genre. D'ailleurs, pour revenir à Ada Lovelace, quand elle a écrit son mémo dans lequel il y avait justement son invention, enfin son écriture du premier programme informatique avec l'invention de la boucle, ce travail-là, elle l'a appelé « Mon premier enfant », sachant qu'elle en avait déjà eu 2 ou 3 de façon naturelle. Mais visiblement, ce n'était pas de cette manière-là qu'elle estimait obtenir une postérité. En particulier, là, actuellement, on redécouvre les rôles modèles, au point que j'entends, les rôles modèles, ça marche, les rôles modèles, c'est ce qu'il faut faire, les rôles modèles, c'est la solution, les femmes manquent de rôle modèle. Alors oui, les femmes manquent de rôle modèle, ça, on est d'accord. Par contre, j'ai fait une espèce de bilan de la littérature française et anglaise, qui sont les langues que je maîtrise, sur les rôles modèles. Je n'ai trouvé aucune étude montrant que, à large échelle, les rôles modèles, ça avait un impact positif sur l'orientation des filles. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche jamais. Par exemple, quand les filles sont déjà motivées par le domaine, quand elles savent qu'elles veulent aller dans cette direction, voir quelqu'un qui leur ressemble, qui réussit, ça les porte, ça les encourage, ça leur permet de s'accrocher. Mais envoyer dans une classe une personne parler de son métier devant un public large de la classe en espérant que ça influence sur les orientations, non, ça ne marche pas. Ça aura peut-être un impact sur les 2 ou 3 filles qui voudront déjà faire ça, et d'ailleurs sur les 2 ou 3 garçons qui voudront aussi faire ça, parce qu'on s'aperçoit que les rôles modèles féminins peuvent aussi, si on sait bien faire, inspirer les garçons. Et puis il y a des rôles modèles qui ne sont pas du tout des rôles modèles. C'est-à-dire qu'on parlait d'Ada Lovelace tout à l'heure, ce n'est pas un rôle modèle. Parler d'Ada Lovelace prouve qu'il y a eu des femmes qui ont fait des inventions majeures dans la science. Ça permet de rendre justice ou de réécrire une histoire des sciences de manière plus inclusive et surtout plus juste. Par contre, se projeter dans une femme du 19e siècle qui nous ressemble absolument pas et qui par ailleurs a une vie quand même assez compliquée, c'est pas très très en vie la vie d'Ada Lovelace, c'est pas un rôle modèle. Un rôle modèle, il est aussi plausible que s'il est réellement proche, c'est-à-dire des étudiantes pour des collégiennes, des femmes qui viennent d'arriver en entreprise pour des étudiantes. Oui, là, effectivement, ça peut porter, ça peut inspirer. Et puis des grandes affiches de femmes sur les murs, ok, c'est utile, comme je disais, pour mettre plus de mixité dans le paysage, ça n'influence pas les représentations. Et alors, parfois, pire que ça, des institutions s'en servent pour faire du gender washing, c'est-à-dire mettre des portraits de femmes décédées, ça coûte guère plus que la toile, quoi. Et ça permet éventuellement d'oublier que dans sa propre institution, il y a des femmes de valeur, sous le plafond de verre, mais elles ne sont pas en portrait. Encourager les femmes du coaching, du mentorat. Alors ça, c'est plus compliqué parce que pour le coup, ça marche. C'est le mentorat, le coaching, ça fonctionne. Ça permet à des femmes d'abattre devant elles des limites auxquelles elles n'auraient pas forcément eu des clés sur comment s'y prendre. Donc, ça marche. Par contre, je trouve ça un peu dommage, et un peu dommage pour 2 raisons. La première raison, c'est que s'il n'y avait pas eu une longue censure sociale qui leur fait douter de leur capacité, on n'aurait pas besoin de faire du mentorat et du coaching. Alors, ok, une fois que le mal est fait, si je puis dire, bien sûr, on va aider, on va supporter, on va entraîner, on va soutenir. Mais si on pouvait attaquer la source du problème, qui est la censure sociale, ce serait quand même nettement plus durable que de venir agir après coup pour faire du rattrapage. Donc ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose, c'est, et quand ça ne marche pas, parce que je veux dire, tout n'est pas entre nos mains. On a eu du mentorat, on a appris à négocier, on a appris à prendre la parole à la public, on sait comment s'imposer en réunion, et on a fait tout ça, et puis on n'a quand même pas la promotion. Finalement, c'est très culpabilisant.
C'est OK, j'ai fait tout ce qu'il fallait et j'arrive quand même pas. Bon, bah, c'est moi finalement. Finalement, c'est moi. Bon. Et puis des fois, non, c'est pas toi. C'est que vraiment, ton institution, ta structure, elle n'a pas envie de l'égalité. Et puis, c'est aussi une façon de dire aux femmes, pour essayer d'avoir autant, il faut que vous soyez nettement plus excellentes. Ça, pour le coup, en l'occurrence, à l'université, on sait assez bien le faire, ça. Et puis, peindre la science en rose, alors ça c'est vraiment le problème, c'est-à-dire prendre la science et en faire une version réduite, plus mignonne, plus rose, avec des chatons, des licornes, du maquillage, je sais pas quoi, des trucs très girly, pour attirer les filles. Alors, OK, ça marche. C'est-à-dire que les filles ont l'habitude des signaux qui leur disent « c'est pour vous ». En plus, avec ce genre de signaux, elles savent qu'elles n'auront pas les garçons, donc ça peut être une bonne chose, et elles y vont. Et puis, en général, c'est sympa parce que c'est aussi bien organisé, elles font des trucs qu'elles aiment bien, elles sont ravies. Mais une action incitative, ce n'est pas un applaudimètre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les filles viennent et sont contentes qu'on a fait du bon boulot. Là, on leur dit en sous-main, alors, pour que tu puisses réussir en sciences, il faut qu'on te fasse une science spécifique pour toi, plus partielle, plus facile, la science pour filles, et là, ça va. Et donc, l'autre science, celle qui normalement est pour tout le monde, à partir du moment où on a fait la science pour filles, ça devient la science pour garçons, qui évidemment va être plus généraliste et de plus grande valeur. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment l'enfer pavé de bonnes intentions. Ça part de l'idée que les valeurs neutres, jugées neutres ou jugées objectives du champ, en fait, elles sont ni neutres ni objectives, elles émergent essentiellement d'une culture et d'un environnement masculin. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'on n'a pas tout. Et le fait qu'elles émergent de cette population très homogène, on est quand même vers les 80% d'hommes blancs de milieux socioprofessionnels favorisés. Donc, on se doute bien qu'on ne peut pas avoir tout. Donc, le fait de cet entre-soi est en plus relativement excluant pour les autres, ceux qui ne se retrouvent pas dans cet entre-soi. Mais par ailleurs, cet entre-soi aurait probablement tout à gagner, non seulement à accueillir des valeurs qui n'ont pas, mais aussi à se les approprier, parce qu'elles n'ont rien de biologiquement féminine, c'est simplement, là pour le coup, c'est les hommes qui ne sont pas socialisés à les mettre en œuvre, et ça leur ferait du bien aussi, en quelque sorte, hein, l'éthique de la sollicitude. Donc, si je dis que c'est des valeurs féministes et pas féminines, c'est parce qu'en fait, c'est pour tout le monde et ça doit s'intégrer et se mêler aux autres valeurs. Alors après, je suis pragmatique, c'est-à-dire que je me dis, si je vais dire aux filles, venez faire de la crypto, c'est trop génial, visiblement, ça ne marche pas terrible. Venez faire de la crypto, ça fait partie de la tech for good, comme on dit actuellement, c'est-à-dire ça va être une mission qui dépasse vous-même, qui va permettre d'améliorer le monde, déjà pour n'importe qui, ça devrait être plus vendeur, pas que pour les femmes. Mais il se trouve que les femmes étant socialisées à s'occuper des autres, il se trouve que ce message porte plus. Mais les hommes peuvent tout à fait trouver intéressant de se dire, non seulement j'aime faire ça, en plus je rejoins un projet qui me dépasse. Donc intégrer ces valeurs que l'on considère comme davantage féminines parce qu'en fait on les a abandonnées et transmis aux femmes en pensant que c'était lié aux soins aux personnes, les intégrer dans la tech en général, ce sera une bonne chose pour la tech, ce sera une bonne chose pour les hommes qui y sont, et ça permettra aux personnes qui n'y sont pas de se sentir dans un terrain plus familier. Moi, pendant 10-15 ans, 10 ans, j'ai arrêté de travailler sur cette question. Parce que, ça n'intéressait personne. Et deuxièmement, je n'avais pas de solution. Je pouvais revenir faire des constats, l'auto-engendrement, tout ça, pas de problème. Le fait que la tech est un milieu masculin, OK. Mais je n'avais pas de solution à apporter. Alors, au bout d'un moment, comme ça n'intéressait personne et je n'avais pas de solution, je n'avais plus envie de travailler là-dessus. Et puis, j'ai découvert, mais bien après que ça a été mis en place, c'est-à-dire que j'ai dû découvrir vers 2010 des mesures qui ont été mises en place dans les années 2000, et 2 universités en particulier, une en Norvège, NTNU à Trondheim, et une Carnegie Mellon en Pennsylvanie, qui en l'espace de 2-3 ans sont passées de moins de 10%, comme tout le monde, je vais dire, à plus de 30, voire plus de 40%.
Alors, pour tous ces gens qui me disent: «Oui, mais ça va mieux, tu verras l'espace d'une génération». Alors, un, je suis trop vieille pour penser que c'est l'espace d'une génération et puis 2, là, c'était pas une génération, c'était 3-4 ans. Donc, le premier constat que je me suis fait, c'est: «OK, si on a la volonté de le faire et qu'on met les moyens, ça marche». Alors après, comment on fait? Alors, les approches étaient très différentes, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas une seule recette qui marche, il faut l'adapter à son contexte. Mais et d'ailleurs, c'est rassurant de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule, recette qui marche. Carnegie Mellon a fait une très vaste étude de pourquoi ils en sont à ce niveau-là. Ils ont fait plusieurs constats, mais je vais en relever 2 qui me semblent particulièrement intéressants. Le premier constat, c'est qu'au moment du recrutement, ils mettaient un poids démesuré sur les compétences techniques préalables de leurs étudiants et étudiantes. Or, ils se sont dit: «Ouais, mais on a quand même 5 ans pour les former à ces questions-là. Le fait qu'ils aient branché 2 ordinateurs ensemble pour faire une LAN party ou qu'ils aient pu connecter leur box internet, finalement, qu'est-ce que ça nous dit de leur capacité à être ingénieurs? Pas grand-chose». Peut-être qu'il y a d'autres compétences qui, de toute façon, ils n'apprendront jamais chez nous à l'école. Ils pourraient venir avec. Alors, des compétences sportives, un engagement, bénévole dans la communauté, des voyages, des loisirs, qu'ils n'apprendront jamais ici. Bref, ils ont mis en avant d'autres critères que les critères techniques et puis évidemment, ils en ont tenu compte au moment du recrutement. Donc ça leur a permis déjà de diversifier leur recrutement, pas seulement vers les femmes, mais aussi vers les femmes. Et puis ensuite, ils avaient un autre problème qui était que les femmes décrochaient. Et plus dans certains cours que d'autres, mais ils avaient 2 fois plus de décrochage de la part des femmes que de la part des hommes. Alors ils se sont rendus compte que dans certains cours, il y avait des prérequis invisibles. C'est-à-dire, le cours démarrait en supposant que tout le monde savait bien que. Mais non, en fait, ce tout le monde, c'est plutôt des garçons qui avaient été socialisés dans des environnements techniques. Et les personnes racisées ou les femmes avaient tendance à, ne pas savoir et avoir plus de mal et finir par décrocher. Donc, ils ont fait des cours qui reprenaient vraiment à zéro, la base de la base. On supposait qu'on ne savait rien et on ne partait pas d'implicite. Ils ont fait des cours sur le genre, c'est-à-dire ils ont enseigné aux garçons et aux filles pourquoi ils faisaient tous ces efforts pour attirer les filles. Ce n'est pas parce que les filles étaient des pauvres choses qu'il fallait protéger, non, c'est parce qu'il y avait une longue censure sociale et que là, aujourd'hui, c'était le moment de réfléchir à ça en tant que femme ou en tant qu'homme, de renverser la vapeur, de passer outre cette censure sociale et que les garçons, il fallait plutôt qu'ils soient des alliés, plutôt que de se sentir envahis ou délaissés. Enfin, se sentir délaissé quand on est quand même 90% de l'environnement, c'est quand même bon. Et alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres mesures, mais la somme de toutes ces mesures fait que aujourd'hui, ils sont quasiment à parité. Et donc, j'insiste bien, tout ça sans quota. Alors évidemment, ils ont fait beaucoup de publicité pour ce qu'ils ont fait. Ils ont engagé aussi plus de professeurs femmes. Ils ont vraiment mis les moyens, mais ils y sont arrivés, on va dire, ils se sont transformés. Ils disent: «On s'est transformé, on est une meilleure école» et l'effet de bord, c'est qu'on a eu plus de femmes. Alors en fait, le but, c'est d'avoir plus de femmes et l'effet de bord, ça a été qu'ils sont une meilleure école. À NTNU, là, ils ont fait un grand nombre de mesures dont beaucoup de publicité, dont, une journée d'accueil non mixte pour les femmes. Mais finalement, ils se sont rendus compte que ce qui est le plus efficace, ça a été leur politique de quotas. C'est-à-dire, ils ont recruté la promo, ils ont recruté la volée sans faire de différence, par rapport à l'habitude. Par contre, les 30 viennent ensuite, ils ont pris que des femmes. Ils ont ouvert 30 places de plus où ils n'ont pris que des femmes. Et ils ont veillé à ce que la moyenne de ces 30 viennent ensuite reste supérieure ou égale à la moyenne des étudiantes acceptées à l'école d'ordinaire. Donc mécaniquement, ils ont changé l'ambiance. C'est-à-dire, au lieu de partir d'une ambiance avec 7% de femmes, ils ont démarré l'année avec 30%. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne se sentaient plus isolées. Elles ne se sentaient plus l'intrus au milieu d'un groupe d'hommes. 30%, en fait, 30%, le sentiment de mixité, il commence à 30%. Tant que vous êtes dessous, vous n'êtes pas en contexte mixte, vous êtes une femme parmi 10 hommes. 30%, c'est autre chose. Alors, par contre, ce quota, ils se sont rendus compte qu'il allait falloir le maintenir un certain temps. C'est-à-dire, dès qu'ils ont essayé de l'enlever, hop, ils ont vu leur pourcentage baisser. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, il semble normal qu'il y ait, alors ils n'ont pas atteint les 50, mais 30 à 40% de femmes qui s'inscrivent en informatique à NTNU. Il y a une école qui fait beaucoup parler d'elle
et qui est d'ailleurs une extension ouverte à Lausanne, c'est l'école 42, où on entre sans condition de diplôme, une école gratuite sans condition de diplôme, où on apprend à être développeur. Pour entrer, on passe des tests en ligne, on intègre une période de sélection qu'ils appellent la piscine, et à la sortie de la piscine, si on réussit, eh ben, on rentre à l'école. La première école de ce type à Paris, elle commençait avec 5% de filles. C'était un chiffre absolument pitoyable, et pendant longtemps, l'école 42 n'a absolument pas vu le problème, comment faire, si elles ne veulent pas venir, on ne va pas les forcer, enfin, vous voyez, ce genre de discours. Finalement, la direction a changé, c'est une directrice qui est arrivée à la tête de l'école, elle a dit: «C'est absolument pas possible de continuer comme ça». Elle a multiplié les actions pour qu'il y ait plus de mixité au sein de l'école. Évidemment, une tolérance zéro pour les propos sexistes, le harcèlement sexuel, qui était un des gros problèmes de l'école. Les dernières piscines sont paritaires. Et là encore, ça s'est passé en très peu de temps. L'école 42 de Lausanne a fait des efforts très importants de publicité, de communication, d'affichage pour leur recrutement. Alors, ils n'ont pas réussi à avoir la parité sur leur première piscine, mais ils ont réussi à monter à 25%, ce qui est 2 fois plus que les écoles voisines, telles que le PFL, les HES, etc. Donc, oui, si on met le paquet, les solutions sont multiples, mais si on met le paquet, on peut réellement changer la donne. Mais il faut maintenir l'effort parce que pour l'instant, on n'est pas dans une société qui rame de manière uniforme dans cette direction.